Bonsoir tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui sera donc consacrée au cas de d'hybridisme. Comme on avait déjà vu la dernière fois, la dernière leçon, toutes les situations auxquelles un élève de terminale peut être confronté au cas de monobridisme, aujourd'hui, on va essayer d'illustrer donc toutes les situations possibles dans le cas de dihybridisme. Quand on est devant le cas de la transmission de deux caractères héréditaires, sachant que chaque caractère est sous la dépendance d'un gène à un couple d'allèles, on parle là de dihybridisme. Alors, quelles sont les situations auxquelles tu es confronté dans ce cas et qu'est-ce qu'on attend de toi? Rappelez-vous que chacun de ces caractères donc, est sous la dépendance d'un gène, donc le premier problème à résoudre est de pouvoir situer ces deux gènes. Avec deux possibilités. Donc tu as deux situations qui peuvent se présenter devant toi. Tu pourras avoir affaire à ce premier cas. Ça veut dire que les deux couples d'allèles sont portés par une même paire de chromosomes. Là, on parle de deux gènes liés. Mais tu peux avoir aussi affaire à cette situation, à savoir que chaque couple est porté par sa propre paire de chromosomes. Et on dira dans ce cas-là que les deux gènes sont indépendants. Alors si on suppose deux couples d'allèles, grand A, petit a pour le premier gène et grand B, petit b pour le deuxième gène. Dans le cas de gènes liés, remarque qu'une seule paire de chromosomes va supporter les deux loci, à savoir que le locus grand A, qui est le même que petit a, et le locus grand B, qui est le même que le petit b, sont situés sur la même paire de chromosomes. Remarquez là que le destin des deux allèles grand A, grand B est scellé, de même pour le destin des petit a, petit b. Alors que dans le cas de gènes indépendants, remarquez que chaque couple est emporté par sa propre paire de chromosomes. Donc vous avez affaire à deux gènes indépendants. Et vous allez voir que le mode de transmission ne se fait pas de la même façon pour les deux cas. La question qui se pose maintenant, c'est comment justement déterminer la localisation des deux gènes. Le croisement le plus simple qui puisse répondre à une telle problématique est le test cross. Il n'est pas nécessaire de rappeler ce que c'est qu'un test cross. Seulement, on cherche à travers ce croisement, dont un des parents est hétérozygote pour les deux gènes, à déterminer lequel des brassages est à l'origine d'une éventuelle diversification phénotypique de la descendance obtenue. Effectivement, l'hétérozygote est en mesure de produire plusieurs types de gamètes, et on essaiera de voir donc lequel des deux brassages est à l'origine de cette diversification. Pour rappel, tout simplement. Rappelez-vous, si je pars de deux couples d'allèles, grand A, petit a pour le premier gène et grand B pour le petit b pour le deuxième gène. Il y a deux situations qui se présentent. Soit que vous avez affaire à deux gènes liés, et soit que vous avez affaire à deux gènes indépendants. Dans le premier cas, l'hétérozygote, dont on vous propose le génotype diallo, deux cas de figure se présentent. Soit que les chromosomes homologues au cours de la première division, c'est-à-dire au cours de la prophase de la première méiose, il n'y a pas eu de crossing over. Dans ce cas-là, le destin de grand A et celui de grand B est le même. Même si, malgré donc la séparation des chromosomes homologues, les allèles grand A et grand B d'une part et petit a, petit b d'autre part ne vont jamais se séparer. Ce qui va nous permettre d'obtenir uniquement deux types de gamètes. Si par contre crossing over a lieu, on pourra obtenir aussi deux types de gamètes recombinés, c'est-à-dire petit a grand B et grand A petit b, en plus des grand A grand B et petit a petit b. Si par contre les gènes sont indépendants, vous savez tous très bien que la séparation des chromosomes va engendrer une séparation aléatoire des allèles, et donc ça va nous donner donc un brassage interchromosomique qui aboutira à quatre types de gamètes, comme c'est le cas ici. Donc remarquez que là et là, on obtient qualitativement les mêmes résultats. Ce qui va nous permettre de distinguer entre l'un et l'autre, c'est les proportions. Bien sûr, on a les proportions des recombinés, ils ne sont pas du tout déterminés. Si on ignore la distance qui sépare les deux gènes, on est incapable. Seulement, ce dont on est certain, c'est que cette proportion sera trop faible. Alors que là, vous imaginez donc une éco-probabilité. Vous allez obtenir donc quatre types de phénotypes avec
des proportions tout à fait égales. Pour être plus précis, donc, voyons quelques exemples. On va envisager le premier exemple, voilà, qui est devant vous. Chez le poids, on va donc essayer d'étudier le mode de transmission de deux caractères, à savoir la position et la couleur des fleurs, qui dépendent respectivement de deux couples d'allèles. Donc le premier croisement proposé, c'est entre des plantes à fleurs colorées et axillaires, avec des plantes à fleurs incolores et apicales. Incolore ou coloré vis-à-vis de la couleur, apical ou axillaire vis-à-vis de la position de la fleur. Toutes les plantes de la F1 sont à fleurs colorées et axillaires. Le deuxième croisement, il a lieu entre les plantes de la F1, donc les hybrides de la F1, avec des plantes à fleurs incolores et apicales. La génération F1 obtenue se compose de, comme remarqué, 4 phénotypes, respectivement 91, 89, 88, 93. Alors, les questions habituellement posées sont: que déduisez-vous des résultats des deux croisements quant au mode de transmission de ces deux couples d'allèles? Et comme deuxième question, donnez les génotypes possibles des générations parentale et fils, F1, le cas de premier croisement, et interprétez les résultats du deuxième croisement. Bien sûr, dans ce cas, l'échiquier est demandé. Voilà habituellement donc les questions auxquelles vous êtes confrontés. Donc, on va essayer de... Reproduisons donc le cas du premier croisement. Le croisement, je vous rappelle, il a été réalisé entre les fleurs colorées et axillaires, donc des plantes à fleurs colorées et axillaires, avec des plantes P2, des fleurs incolores et apicales. Le résultat obtenu, la génération F1, est 100% plantes à fleurs colorées et axillaires. Alors la première question, c'était de faire des déductions. Rappelez-vous que les déductions, ils font suite à nos observations. Alors, observez déjà que la première génération, elle est homogène. La génération F1 étant homogène, c'est-à-dire que toutes les plantes présentent le même phénotype pour les deux caractères. Cela vous renvoie directement à la première loi de Mendel. Alors, la première loi, conformément à la loi d'uniformité de la génération hybride, on peut conclure que les deux parents sont de lignée pure pour les deux caractères. Voilà donc la première déduction attendue. Mais bien sûr, en application de la loi, il faut préciser exactement que le pan qui vous a permis d'exploiter cette observation, c'est la première loi. Deuxième constat à faire, remarquez que le caractère de la F1, ce n'est pas un caractère nouveau. C'est le caractère déjà rencontré chez l'un des parents, aussi bien pour la position que pour la couleur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que vous avez affaire là à un cas de dominance et par conséquent, on est censé déterminer les allèles dominants et ceux récessifs. Donc remarquez que respectivement, on va noter par C plus et A plus les caractères dominants, qui sont donc colorés et axillaires, et par C et A, petit a, les caractères récessifs, respectivement pour la couleur et pour la position de la fleur. Le deuxième croisement, alors on va le rappeler, donc c'est un croisement entre les hybrides de la F1 avec des plantes doubles récessives. Remarquez que ce croisement, c'est un test cross. Ici, c'est un croisement en retour. C'est le back cross, puisque le croisement est fait entre des plantes de la F1 et un des parents, le parent double récessif. La génération obtenue est diversifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de la formation des gamètes de l'hybride, il y a eu un brassage. Il y a eu donc un brassage. Seulement, si vous essayez de comparer les proportions de ces deux phénotypes parentaux, qui sont obtenus avec une proportion de 49,72%, comparé aux proportions des recombinés obtenus avec un pourcentage donc de 50,27%, remarquez donc que les phénotypes parentaux et les phénotypes recombinés ont pratiquement les mêmes proportions, ce qui veut dire que le brassage à l'origine de cette divagation est un brassage aléatoire. Les gènes donc sont indépendants conformément à la loi de ségrégation indépendante des allèles, soit donc la troisième loi de Mendel.
Dans la deuxième question, on a demandé donc les génotypes des parents concernant le premier croisement et des individus de la F1. Alors, on rappelle d'abord les phénotypes des deux plantes croisées. Rappelez-vous donc que les plantes colorées et axillaires croisées aux plantes apicales et unies, non colorées. Les génotypes, n'oubliez pas que les deux parents sont de race pure et que les gènes sont indépendants. Donc c'est là on doit prendre en considération donc les déductions d'Yalna. C'est là on s'applique pour appliquer directement ce qu'on avait déduit auparavant. Quand on dit que les gènes sont indépendants, donc il va falloir représenter deux paires de chromosomes pour supporter les deux loci. Quand on dit que les parents sont de lignée pure, rappelez-vous que chaque locus est occupé par la même version allélique. Et par conséquent, donc, les génotypes demandés des parents, voilà. Pour la F1, n'oubliez pas que la F1, c'est la conséquence de la rencontre des gamètes de P2 et de P1. Donc, P1 aura contribué avec les allèles C+, et A+, et P2 aura contribué avec CA. Donc, ce qui va donner une génération hybride avec, donc, un même locus occupé par deux versions alléliques différentes pour un même gène. Pour le deuxième croisement, c'est-à-dire le croisement test, on avait croisé le parent double récessif. Comme vous voyez, donc c'est un individu homozygote et par conséquent, il va produire un seul type de gamète, c'est-à-dire 100% CA. Par contre, l'hétérozygote de la F1, vu qu'il est hétérozygote et que les gens sont indépendants, au cours de la formation des gamètes, le brassage aléatoire va nous amener à 4 types de gamètes avec des proportions tout à fait identiques. Si on réalise donc l'échiquier des croisements possibles, vous allez donc tomber sur 4 phénotypes différents. Le premier, bien sûr, génotype, le deuxième génotype, le troisième et finalement le quatrième. Donc vous allez avoir 4 phénotypes attendus qui sont exactement les mêmes obtenus expérimentalement avec des proportions très très voisines dans le cas des résultats expérimentaux. La deuxième situation auquel nous pourrons être confrontés, elle est illustrée par le deuxième exemple. Là, donc, c'est le croisement qui concerne donc le mode de transmission des deux caractères chez la drosophile. On vous rappelle que la drosophile est un organisme diploïde, c'est une petite mouche qui présente une grande diversité phénotypique. Et afin de comprendre le mode de transmission de certains caractères, on réalise les croisements suivants. Alors les caractères NA, il s'agit de l'aspect donc de l'abdomen, un abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, avec une femelle P2 dont l'abdomen est uni et le thorax porte des soies. Toutes les drosophiles obtenues en F1 ont l'abdomen uni et le thorax portant les soies. Le deuxième croisement est la lieu entre une femelle obtenue en F1 avec un mâle à l'abdomen rayé et au thorax sans soie. Remarquez qu'on tombe sur 4 phénotypes différents, dont 2 parentaux et 2 recombinés, avec des proportions respectivement 40, 10, 10 et 40. Alors la question, c'est comment peut-on interpréter les résultats des deux croisements. Rappelez-vous que l'interprétation, il vient après les déductions. Donc on n'a pas donc posé comme question les déductions, mais c'est inclus dans l'interprétation. On ne peut pas interpréter si on ne dispose pas des données concernant la localisation des deux gènes et concernant la relation entre les allèles d'un. Alors, quelles sont les déductions relatives au premier croisement? Si on essaie de rappeler d'abord le premier croisement, il a lieu entre des drosophiles ayant un abdomen rayé et un thorax sans soie, avec des drosophiles ayant un abdomen uni et un thorax avec soie. La descendance F1 est composée pour 100% de drosophiles ayant un abdomen uni et un thorax avec soie. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater déjà? Remarquez déjà que la première génération, elle est à 100% formée de mouches ayant un abdomen uni et un thorax avec soie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'homogénéité de la première génération nous renvoie même la première loi.
Ce qui veut dire tout simplement que la première loi est appliquée et ceci est une confirmation de la pureté des parents pour les deux caractères. Autre chose, remarquez que les caractères qui apparaissent sont ceux de P2. Donc le phénotype de la F1 pour les deux caractères est celui déjà rencontré chez les parents. Donc il n'y a pas un troisième caractère pour chacun des deux gènes. Ce qui veut dire que nous sommes devant un cas de dominance allélique. Et par conséquent, on peut déjà rappeler que les caractères dominants sont respectivement thorax avec soi et abdomen uni. On va les noter respectivement S+ pour la présence de soi et U+ pour l'abdomen uni. Les caractères par contre récessifs sont thorax sans soi. On va le noter S et abdomen rayé U. Remarquez que nous choisissons la même lettre pour illustrer les allèles d'un même gène. C'est tout simplement pour ne pas se tromper quant à la localisation des gènes au cours de notre interprétation. C'est beaucoup plus simple de se rappeler que la lettre S désigne un même gène, ce sont deux versions différentes d'un même gène, et que la lettre U signifie un autre gène, pour ne pas interférer les locus. Ce premier croisement, donc, ne peut pas nous renseigner sur la localisation des deux gènes. C'est tout ce qu'on peut déduire de ce croisement. Les déductions relatives au deuxième croisement qui est un test cross, on va le rappeler. Donc c'est un croisement fait entre les hybrides de la F1 et le double récessif, P1 double récessif, donc c'est toujours un back-cross, c'est un croisement retour. On tombe sur une génération F'1 composée de 4 phénotypes, mais notez bien que vous avez là affaire à 2 phénotypes parentaux avec une proportion de 80% et des phénotypes recombinés avec une proportion de 20%. Observez que dans ce cas donc, la diversité phénotypique de la génération F'1 n'est pas le fruit d'une séparation aléatoire. Par contre, c'est donc le résultat d'un crossing over. Et par conséquent, l'enjambement, c'est lui qui nous a permis d'obtenir à des 20% de type recombiné. Autrement, toute la descendance serait du type parental. Les gènes donc sont liés et il s'agit là d'un cas de linkage qui n'est pas absolu à cause justement de crossing over. L'interprétation des deux croisements, ici on commence par le premier croisement, c'est là on doit mettre en œuvre toutes les déductions d'Yalna. Si on rappelle d'abord les phénotypes des parents, on avait croisé entre une souche pure ayant un abdomen uni et un thorax sans soi, c'est US, avec une souche pure ayant un abdomen coloré, rayé, et d'un thorax avec soi, c'est-à-dire U+, S+. Les génotypes, n'oubliez pas que les deux gènes sont liés, donc on doit représenter une seule paire de chromosomes. Les deux parents étant de race pure, donc on doit représenter les deux versions alléliques qui occupent le même locus et sont identiques, donc UU, SS, là U+, S+, S+. Les gamètes, bien sûr, un homozygote engendre un seul type de gamètes, ils sont homogamétiques, donc 100% US et 100% U+, S+. La rencontre des gamètes va nous permettre le rétablissement de la diploïdie chez les individus de la F1 avec notamment l'apport de deux versions alléliques différentes pour un même locus. Le phénotype de la F1 serait E+, S+, de par la dominance des allèles U+, et de l'allèle S+. Le deuxième croisement qui est un test cross, donc l'hybride de la F1 croisé aux parents double récessif. L'hybride, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même un crossing over au cœur de la méiose. Le crossing over, il a abouti à un échange de U+ contre S entre deux chromatides homologues, ce qui donne en fin de compte 4 types de gamètes. Les 4 types de gamètes, alors que l'autre, il en engendré un seul type. Donc, si on réalise l'échiquier, on tombe sur 4 phénotypes, dont un phénotype parental avec une proportion de 40%, un type recombiné 10%, un deuxième type recombiné 10% et un dernier type parental avec 40%. Donc, vous notez bien que pour 80% des phénotypes parentaux et 20% phénotypes recombinés.
Alors dans ce cas-là spécialement, il est possible que vous soyez amené à établir la carte factorielle du chromosome pour les deux loci. Alors si je vous rappelle un petit peu comment on va établir la carte, il faut d'abord commencer par déterminer la distance qui sépare les deux loci. Alors pour rappel, si je suppose donc l'état des deux chromosomes homologues pendant la prophase de la première méiose, de la division réductionnelle, lorsque les deux chromosomes homologues sont appariés. Vous avez là devant vous les deux loci, et rappelez-vous que je suis là devant trois zones différentes. Zone 1, zone 2, zone 3. Si le crossing over a lieu l'espace de la zone 1, il n'aboutira pas à l'échange des deux loci entre les deux chromatides. Si de même il a lieu dans la zone 3, il n'y aura pas d'échange. Donc pour qu'il y ait un échange allélique, les loci étudiés, il faut nécessairement que le crossing over soit effectué entre les deux gènes, c'est-à-dire la zone 2, entre les deux gènes. Ce qui veut dire tout simplement que plus cette distance est grande, plus la chance d'échange allélique est grande. Donc plus le pourcentage de phénotypes recombinés sera grand. Et là, on va exprimer la distance justement par le pourcentage de type recombiné. Et on dira que 1% de type recombiné, c'est l'équivalent de 1 centimorgane. C'est une unité donc qui va nous permettre d'exprimer la distance. Alors, le cas d'Ielna, dans le cas étudié, on avait obtenu 20% de type recombiné. Cela veut dire tout simplement qu'entre les deux gènes, il y a une distance de 20 centimorgane. Là, on peut établir la carte factorielle de la sorte. On va situer donc nos deux loci, le locus 1 et le locus 2, séparés par une distance de 20 centimorgane. Voilà donc comment devrait être la carte factorielle de ce chromosome pour les deux gènes en question. On peut y ajouter un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième gène, mais rappelez-vous, le principe est toujours le même. On va déterminer la distance entre deux loci, et puis on verra pour le troisième. Alors pour terminer, n'oubliez pas que pour les deux couples d'allèles, donc les problèmes déjà rencontrés, donc les situations déjà rencontrées dans le cas du mononisme, on peut les rencontrer aussi. Ça veut dire que séparément, chaque couple de quoi peut être de la situation. Vous pouvez avoir affaire à un couple d'allèles lié au sexe et encore non lié au sexe. Vous pouvez avoir affaire à un gène létal ou non létal. Vous pouvez avoir affaire donc à un gène où les deux allèles sont caractérisés par la dominance d'un d'entre eux ou encore qui sont codominants. Donc, les situations comme ils sont envisageables. Alors, comment répondre le problème? Pour déterminer le mode de transmission de chacun des deux gènes indépendamment de l'autre, on analysera les résultats des croisements relativement à chaque gène sans se soucier de l'autre. Car, des fois, ce qui s'applique pour un gène ne s'applique pas pour l'autre. Rappelez-vous que vous pouvez avoir cas de deux gènes, dont un lié au sexe, l'autre autosomique. Vous pouvez avoir un cas de deux gènes, l'un est caractérisé par une codominance allélique et l'autre par une dominance. Vous pouvez avoir un gène létal et un gène non létal. Donc, les situations que l'homme sont envisageables dans le cas du dihybridisme. La seule situation où on n'est pas autorisé à étudier le mode de transmission séparément, c'est lorsqu'on interprète la transmission des deux gènes en même temps. Mais pour essayer d'élucider les caractéristiques de chacun des deux couples, on a le droit d'en parler. Pour être plus précis, voilà donc la démarche à envisager, à suivre donc pour faire des déductions demandées. Voilà, si je pars d'une situation de départ suivante, on se pose l'étude de la transmission de deux couples d'allèles. Le premier couple symbolisé par grand N petit n, le deuxième couple par grand R grand B. Et si on réalise le croisement suivant. Imaginez qu'on vous propose un croisement entre deux lignées pures, une des femelles à phénotype petit n grand R et des mâles à phénotype grand N grand R. On obtient une descendance F1 composée de femelles grand N, grand R grand B et des mâles grand N grand R. Voilà, je symbolise, je reproduis donc le croisement ici. Alors, comment je vais devoir donc me comporter? Parce que rappelez-vous, la situation d'un caractère peut nous amener à faire des déductions fausses quant à la situation de l'autre. Alors remarquez que si je prends le cas le premier caractère symbolisé par grand N petit n, remarquez que la génération obtenue est homogène et présente le caractère d'un des parents.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le premier caractère, la descendance homogène, donc ça nous renvoie la première loi de Mendel, ça veut dire que nous avons affaire là à une génétique autosomique. Et remarquez aussi que vous avez là affaire à un cas de dominance. Par contre, le caractère symbolisé par grand R, grand B, remarquez que la génération obtenue n'est pas homogène. Malgré la pureté des parents, la génération n'étant pas homogène, ça veut dire que c'est une exception à la première loi et par conséquent, nous sommes devant le cas d'une génétique hétérosomique, ça veut dire liée au sexe. D'autant plus, remarquez que chez les femelles, le caractère qui apparaît ni R grand R ni grand B, mais partagé entre R et B, ça veut dire que vous avez affaire à un cas de codominance. Là, c'est un tout petit exemple d'une des situations auxquelles vous pouvez être confronté. Voilà, j'aurais expliqué pratiquement toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés pour le cas de dihybridisme. N'oubliez pas que les résultats des croisements peuvent nous guider quant au mode de transmission de ces caractères. Je vous souhaite une bonne réussite et j'espère vous avoir été là encore une fois d'une utilité. À la prochaine, Inch'Allah.